France Culture, le Book Club, Antoine Léris. Et la Grèce pourrait perdre 30% de sa population d'ici à 2060. C'est le titre d'un article que j'ai trouvé ce matin dans le Courrier international qui reprend un article de Tanea, le grand quotidien du soir grec. Au dernier recensement, les Grecs étaient 10 482 487. C'est déjà 383 000 habitants de moins qu'il y a 10 ans et la tendance s'accélère nettement. Le journal explique les causes principales du déclin de la population sont doubles. Premièrement, les Grecs n'ont tout simplement plus d'enfants. Deuxièmement, les jeunes éduqués du pays fuient à l'étranger. Résultat, notamment dans le nord du pays, des villages entiers disparaissent de la carte. L'Europe vieillit et la Grèce vieillit encore plus vite. Mais à quelques milliers de kilomètres de là, bordé par le golfe de Guinée entre le Cameroun et le Bénin, un géant d'Afrique de l'Ouest connaît une trajectoire exactement inverse. Le Nigeria, qui comptait moins de 38 millions de Nigérians en 1950, 190 millions en 2018, et l'ONU prévoit plus de 410 millions d'habitants d'ici à 2050, ce qui ferait de lui, dans 30 ans, le troisième pays le plus peuplé de la planète, derrière l'Inde et la Chine. Et c'est sur cette terre, peut-être la plus riche du continent, sûrement la plus inégalitaire, que nous emmènent mes deux invités aujourd'hui, avec deux livres très différents par nature, mais très complémentaires en fait. Mafia Africa, une enquête journalistique sur la mafia nigériane, et Free Queens, un roman ayant pour sujet une enquête journalistique sur la mafia nigériane. Leurs auteurs et autrices étaient donc faits pour se rencontrer. Pour ce qu'il dénonce, pour ce qu'il nous a appris et pour le travail d'écriture de l'auteur. C'est vraiment un livre qui nous fait voyager dans des circonstances qui ne sont pas forcément celles d'une agence touristique. C'est un livre difficile, sur des faits peu plaisants, avec lequel on passe pourtant un excellent moment. France Culture, le Book Club, Antoine Léris. Voilà un petit aperçu de ce que nos lecteurs du Book Club ont pensé de vos livres qu'ils ont beaucoup appréciés. Bonjour Célia Lebur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste à l'agence France Presse. Vous coordonnez la cellule d'investigation numérique pour l'Afrique francophone après avoir été correspondante au Nigeria de 2016 à 2020. Et vous êtes l'autrice avec Johan Tilwin de cette enquête journalistique Mafia Africa. C'est aux éditions Flammarion. Bonjour Marin Ledin. Bonjour. Vous êtes un écrivain, un auteur noir de polar et vous avez commis ce livre Free Queens en série noire Gallimard, édité cette année. Alors c'est effectivement un livre très noir sur une enquête journalistique et au-delà, un livre qui nous fait découvrir un Nigeria qu'on n'imagine pas. On a commencé avec la Grèce et cette Europe qui vieillit, avec au contraire cette Afrique qui s'éveille, et en tout cas c'est le cas pour le Nigeria. Il y a tout de même un point commun entre ces deux pays, c'est une jeunesse qui rêve de s'enfuir. Oui, c'est une jeunesse qui rêve de s'enfuir, notamment encore plus ces dernières années où la situation économique s'est vraiment largement détériorée. Le secteur pétrolier qui assure l'essentiel des revenus du Nigeria va extrêmement mal. On a des gouvernants qui sont quand même très à la peine en termes de gouvernance, justement. Et aujourd'hui, il y a un terme qui s'est popularisé au Nigeria qui est le terme Japa, en Yoruba, qui signifie s'enfuir au plus vite pour s'échapper d'une situation dangereuse et qui traduit bien l'état d'esprit de la jeunesse nigériane qui bien souvent ne pense qu'à une chose, partir. Et moi, par exemple, sur les 4 années que j'ai vécues effectivement au Nigeria, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de contacts, que ce soit dans les classes populaires ou dans les classes très aisées qui sont partis et qui vivent aujourd'hui ailleurs en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Marin Ledin, c'était ce que vous vouliez décrire justement, un pays, une terre dont on a envie de fuir. Alors paradoxalement, disons en complément de ce que Célia vient de dire, moi ce qui m'a intéressé c'est la façon dont les capitaux arrivent pour mieux repartir avec beaucoup de bénéfices. Le roman s'intéresse à ces réseaux mafieux et notamment la manière dont ils peuvent être le support de manœuvres financières ou économiques, en l'occurrence l'industrie de la bière dans le roman. J'imagine une multinationale de la bière qui a grand intérêt à utiliser cette jeunesse et à utiliser le
le désir de modernité, le désir de fuite, le désir d'argent et de réussite de cette jeunesse pour faire beaucoup, beaucoup d'argent. Vous avez été correspondante donc au Nigeria entre 2016 et 2020. Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ressemble Lagos? Parce que c'est une ville vraiment source de fantasmes pour tous. Et vous qui l'avez vécu, à quoi ça ressemble? Oui, alors c'est compliqué à décrire, c'est une ville tentaculaire, hein. C'est une ville, on ne sait même pas vraiment combien d'habitants y vivent aujourd'hui, on parle de 20 millions, peut-être plus, peut-être moins. Il n'y a pas vraiment de recensement, en tout cas pas depuis longtemps. C'est une ville esthétiquement, quand on arrive en avion, c'est hyper impressionnant. On arrive sur une étendue apocalyptique de maisons enchevêtrées, de toits de tôle. Voilà, c'est très, très étendu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'immeubles hauts à Lagos. Il y a énormément de routes, de voies qui s'intercroisent. Il y a un côté extrêmement moderne, à la fois un peu apocalyptique. Il y a beaucoup de chaos dans le sens de la densité de population. Il y a du monde partout, à toute heure, tout le temps. Les gens travaillent tout le temps, la nuit, le jour. On se démène, on cherche des poignées de Nera pour manger bien souvent ce qu'on va pour le soir même en fait. Donc voilà, c'est vraiment une ville extrêmement dynamique et justement qui est aussi un pôle culturel énorme aujourd'hui en termes de musique, de cinéma, d'art contemporain, de mode. Donc il y a énormément de choses qui se passent tout le temps à Lagos. C'est une ville fascinante qui souffre et qui en même temps est dans la créativité permanente, dans un espèce de bouillonnement un peu surréaliste, qui est fascinant, qui peut être un peu terrifiant, et que j'ai adoré. Alors, ce qui est intéressant justement là où vos livres, notamment sur ce point-là, dialoguent admirablement et se complètent, c'est que vous, Marne Lodin, c'est vraiment un autre Nigeria que vous nous racontez, puisqu'il y a vraiment une scission entre le nord et le sud du pays, et votre intrigue commence dans le nord du pays. L'intrigue commence dans la province, dans l'état de Kaduna, qui est un... Alors, c'est paradoxal, parce que quand je me documentais sur le roman, j'ai ce récit que vous faites de l'arrivée sur Lagos, de ce côté hyper foisonnant, hyper inégalitaire, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup retrouvé dans plein de livres, dans plein d'articles, etc. Et sur Kaduna, c'était très très compliqué d'obtenir ça, peut-être parce qu'il y a moins de journalistes étrangers dans le nord du Nigeria, peut-être que vous allez me le dire, et donc ce qui était vraiment passionnant, alors du point de vue de la fiction, encore une fois, hein, du point de vue du romancier, c'était d'observer cette espèce de décalage qu'il y avait entre, quelque part aussi, cette immense modernité qui peut y avoir à Lagos, même si elle côtoie une immense misère aussi proportionnelle, et le caractère presque anti-modernité du Nord, de toute cette misère rurale, de tous ces gens qui gravitent autour qui supportent comment dire, l'islamisme radical, le côté hyper violent. Quand j'ai cherché à me rendre au Nigeria pour me documenter sur le roman, tout de suite on m'a dit non, surtout tu vas pas au nord du Nigeria, t'es un petit mâle blanc européen, c'est vraiment une très très mauvaise idée pour toi de monter à Kaduna. Oui. C'est dû ça à l'existence du pétrole, des ressources pétrolières qui sont dans le sud et qui concentrent absolument toutes les richesses par rapport au nord, Célia Lebihan. Alors, il y a ça en partie, mais il y a aussi le fait que ce pays est extrêmement polarisé quand même justement culturellement et religieusement entre un sud donc très dynamique économiquement et à majorité chrétienne et un nord à majorité musulmane, beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus conservateur. Et c'est vrai que voilà, les villes comme Kaduna, Kano sont soumis notamment au droit de la charia en parallèle de la justice classique moderne. Voilà, donc on est vraiment sur... Aujourd'hui, les gens du Sud ne se sentent pas quasiment partie du même État-nation que ceux du Nord et vice-versa. C'est quand même une donnée extrêmement importante au Nigeria. Alors, je voudrais qu'on écoute quelques mots de Stéphanie qui a lu votre livre et qui nous a envoyé une note de lecture. Alors, Mafia Africa, c'est vraiment un livre qui nous transporte de Marseille au Nigeria, de Palerme à Lyon, à Paris, qui nous fait voyager. Alors, dans des circonstances qui ne sont pas forcément celles d'une agence touristique. On est dans une plongée, une enquête dans les réseaux de ce qu'on appelle la mafia nigériane, la mafia africaine. C'est un livre très prenant
que j'ai trouvé très intelligent parce qu'il est très bien mené par les 2 journalistes, par Joanne Tillwyn et Célia Lebure, qui, sont allés jusqu'à rencontrer, Wole Soyinka, le grand prix Nobel de littérature. Enfin, c'est vraiment un bouquin, je dis bouquin, enfin, c'est vraiment un livre, qui nous mène très loin et qui est absolument passionnant. Voilà, qui, donne une réalité assez, angoissante du monde dans lequel nous vivons, mais que j'ai trouvé, vraiment très intéressant. En cette journée de juin 2020, la salle d'assises du tribunal de Paris s'est faite chambre d'écho d'un drame lointain, confus et ultra-violent. Les unes après les autres, des Nigérianes montent à la barre pour témoigner contre leur ancien proxénète. Elles racontent l'envers de scènes qui ont fini par devenir habituelles aux marges des grandes villes européennes, envahies à la tombée de la nuit par des silhouettes fugitives en équilibre sur de hauts talons. Les jeunes femmes dénoncent les passes enchaînées sur les bas-côtés des maréchaux et dans les taillis du bois de Vincennes, les journées séquestrées dans des appartements sordides où celles qui ont le malheur de tomber enceintes sont forcées à avorter dans des conditions effroyables. Mais elles évoquent aussi des tableaux plus énigmatiques, des rites mystiques organisés lors de leur départ du Nigeria et tout au long de leur périple par les membres d'organisations mystérieuses qu'elles appellent cultes. C'est donc, Célia Lebure, la première page de votre enquête. C'est de là que vous êtes partie, de ce moment, de ce procès? Oui, entre autres, donc Johan, mon co-auteur qui était à Paris, lui, quand on a commencé cette enquête, suivait en fait ces grands procès, c'est les premiers grands procès des réseaux de proxénétisme nigérians. Et moi, j'étais encore justement au Nigeria à ce moment-là, et on parlait voilà, de l'autre côté de la Méditerranée, à presque 6000 km de là, beaucoup des cultes et des crimes qu'ils commettent au Nigeria. Et on s'est dit, voilà, quel pourrait être le trait d'union pour comment ça se fait, en fait, qu'on retrouve ces groupes criminels-là si loin. Et en fait, comme en France, on parlait beaucoup du sort des jeunes femmes nigérianes, de ces jeunes prostituées par la force, des rites vaudous, juju auxquels elles étaient soumises. Mais on savait très peu, en fait, des réseaux qu'il y avait derrière, et notamment de ces hommes qui les soumettent. On connaissait un petit peu les réseaux de Madame Proxénète, mais il y avait énormément d'inconnus. Et notre démarche, ça a vraiment été d'essayer de comprendre quels étaient ces réseaux-là, comment ils fonctionnaient, et justement, ces fameux cultes, ce qu'il pouvait y avoir derrière. Donc on est vraiment parti à la rencontre beaucoup des bourreaux, en fait, des auteurs, de ces souteneurs qui sont souvent à la fois d'ailleurs victimes et auteurs. Marin Ledin, vous êtes parti, vous également, vous qui avez l'habitude d'écrire à partir d'une réalité, souvent une réalité que vous voulez sinon dénoncer, au moins exposer au grand jour. Et vous aussi, votre roman commence en France. Ouais, alors précisément, le roman démarre sur ces témoignages-là et sur ce qui effleurait à la surface côté français et qu'on retrouve abondamment dès qu'on s'intéresse à la question de la prostitution nigériane, qui sont ces procès, qui sont ces réseaux, où on parle beaucoup effectivement des victimes et finalement assez peu d'informations sur la manière dont tout ça est organisé, qui en profite. Voilà. Et donc, je suis parti de là comme un espèce de clin d'œil, si j'ose dire, c'est peut-être pas le terme qui convient, parce que c'est quand même assez sordide. Donc je pars porte de Pantin à l'occasion d'une maraude et voilà, on suit une jeune prostituée nigériane qui est prise, dont va s'occuper une journaliste française qui va partir au Nigeria et finalement non pas enquêter sur continuer cette exploration des victimes et de la prostitution, mais montrer aussi à qui elle sert, qui s'en sert, qui utilise cette prostitution, comment finalement elle fonctionne sur une route un peu imaginaire que j'ai pensée dans le roman, qui est la route de la bière. Et c'est là justement où vos deux ouvrages dialoguent vraiment parfaitement, puisque donc vous nous racontez, vous nous faites découvrir ce que sont les cultes, Célia Lebure. Et alors il faut vraiment préciser ce que sont ces sociétés secrètes dont on n'a pas idée en France.
Oui, parce qu'à l'origine, donc, ce sont vraiment des sociétés, en fait, des confraternités étudiantes qui ont été créées sur les campus nigérians, dans le sud du Nigeria, dans les grandes villes, dans différentes grandes villes, à partir des années 50. Et d'ailleurs, le premier homme à avoir créé l'une de ces confraternités, c'est justement Wole Soyinka, dont parlait votre auditrice tout à l'heure, qui est prix Nobel de littérature. Sommité littéraire, premier prix Nobel de littérature africain, qui bien malgré lui, en fait, a créé un peu ce monstre, ce qui deviendra un monstre par la suite. Et au départ, ce sont des confraternités tout à fait inoffensives, qui sont des clubs étudiants, un peu créés sur le modèle anglo-saxon de l'époque, alpha, bêta, etc. Et qui vont petit à petit vraiment muer en organisation criminelle, à la fois dans un contexte très compliqué de dictature militaire qui a duré quasiment 30 ans au Nigeria dans les années 70, 80 et 90 et qui ont beaucoup instrumentalisé en fait ces groupes-là pour mater les révoltes et les répressions populaires. Et puis parce qu'on est dans un contexte économique très difficile qui favorise forcément l'essor d'une certaine criminalité souterraine, et ces groupes-là vont vraiment muer en groupes criminels qui travaillent à la solde des politiciens, et c'est encore véritablement le cas au Nigeria aujourd'hui, en période électorale notamment. Ils sont payés, instrumentalisés pour intimider les électeurs, un camp contre l'autre, etc. Et qui, en parallèle donc de toute cette activité au Nigeria, vont également se développer un peu sur les 5 continents, parce qu'aujourd'hui, et c'est un peu l'objet de notre livre aussi, c'est qu'ils sont présents en Europe énormément, ils sont présents en Amérique du Nord, ils sont présents en Amérique latine, en Asie, voilà, et ils sont aujourd'hui multicasquettes, ils sont actifs dans la traite des êtres humains, mais aussi sur le trafic de drogue, la cybercriminalité, voilà. Ils ont vraiment beaucoup de secteurs d'activité différents. Qu'est-ce qui différencie finalement un culte d'une mafia ? Est-ce qu'on peut simplement les appeler mafia comme on parle de mafia pour la mafia italienne, ou est-ce que véritablement il y a une structuration différente ? Le titre de notre livre est un peu un clin d'œil au fait que notamment la justice italienne les qualifie de mafia au même titre que leur mafia traditionnelle, mais nous, avec Johan, en tant que journaliste et auteur, on se garde bien de les qualifier de mafia. On a levé un pan de voile sur ces groupes qui sont encore extrêmement compliqués déjà à décortiquer, à analyser. Mais ce que l'on en comprend à l'heure actuelle, c'est que c'est des groupes beaucoup plus complexes que des mafias, beaucoup moins structurés. C'est une espèce de nébuleuse, en fait, de groupes interconnectés, mais qui collaborent sur des bases assez opportunistes, assez ponctuelles, en fonction de leurs intérêts, en fonction de où ils sont basés à un instant T géographiquement, et qui aussi sont souvent en conflit. On voit qu'il y a beaucoup de groupes et de petits chefs qui s'affranchissent des grands chefs qui sont bien souvent basés au Nigeria. Donc finalement, c'est beaucoup moins pyramidal et structuré que ce qu'on a l'habitude de voir avec les mafias traditionnelles. Marin Ledin, ce que vous racontez aussi dans ce livre, c'est justement cette imprégnation de l'économie souterraine, de cette économie noire dans l'économie réelle du pays, par rapport justement notamment au système politique, mais aussi économique de ces grandes entreprises, de cette multinationale notamment dont vous parlez. Ce que j'imagine, c'est comment, disons, ces ramifications qui s'exportent depuis le Nigeria sur le cas de la prostitution vont rencontrer un processus exactement inverse de multinationales qui ont soif de ces territoires où il y a une valeur ajoutée qui est hyper forte sur des produits, par exemple, comme la bière, où la main-d'œuvre est absolument pas chère, où la corruption est très facile, où on va dire la normalisation législative est tellement faible et tellement achetable qu'il y a des possibilités de développement très très fortes, pour peu qu'on puisse frayer, s'organiser avec les politiques, avec les élites locales, avec des groupes mafieux aussi. Et c'est le cas de cette multinationale de la bière qui finit par travailler avec des criminels
pas forcément identifiée effectivement comme une mafia, plutôt une bande organisée de proxénètes qui travaillent sur de l'exploitation de femmes prostituées sur le territoire et qui vendent leurs services pour essaimer dans des bars, dans des boîtes de nuit, conquérir des parts de marché au même titre qu'elles pourraient faire de la publicité disons, elles sont. Dans le roman, c'est présenté comme une espèce d'ensemble, une politique commerciale globale qui comprend aussi comme point d'accroche le corps des femmes, l'exploitation du corps des femmes. Cette trajectoire des cultes, Célia Lebure, on a le sentiment, en tout cas de l'extérieur, dites-moi si j'ai tort, qu'elle raconte un peu la trajectoire du Nigeria, c'est-à-dire un pays dont on pensait qu'il serait probablement une locomotive économique, démocratique, sociétale du continent africain, et qui se retrouve aujourd'hui un peu gangréné par cette corruption, par cette économie souterraine. Oui, et c'est d'ailleurs exactement l'analyse qu'en fait Wole Soyinka, encore une fois. C'est lui-même, il parle de ce dévoiement, en fait, de la culture, des valeurs profondes, en fait, qui animaient le pays, puisqu'on voit, par exemple, les cultes s'inspirent énormément des croyances précoloniales et de certaines pratiques ésotériques qui, à la base, sont censées rendre la société plus harmonieuse, comme finalement toute religion, et qui finalement sont dévoyés à des fins criminelles absolument sordides et catastrophiques pour ceux qui en sont victimes. Mais effectivement, par ailleurs, on peut aussi voir les choses d'une autre manière. Alors certes un peu cynique, mais il y a aussi la dimension purement capitaliste de ces groupes criminels qui montrent que pourquoi finalement l'Afrique n'aurait pas sa propre criminalité organisée comme tous les continents l'ont eu aujourd'hui, et c'est aussi ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une vraie difficulté pour les Nigérians aujourd'hui à s'insérer dans l'économie formelle réelle transnationale, et finalement par leur esprit d'entreprise et par leur dynamisme économique, ils ont créé leur propre réseau, certes criminel et extrêmement condamnable, mais voilà, ils sont présents aujourd'hui sur ce marché-là. De cette réalité donc que vous mettez en lumière dans Mafia Africa, Célia Lebure, à la fiction que vous racontez, Marin Le Dain, on va écouter quelques mots de votre livre lu par nos auditeurs Clara et Maxime. Le Kaduna College dispensait des formations au métier de la vente à 600 € l'année. Il affichait l'apparente respectabilité d'une école privée pour jeunes femmes, située sur le campus universitaire, cofinancée par le gouvernement et par la fondation MB Earls and Nigeria. 300 prétendantes triées sur le volet s'y pressaient chaque année depuis 2016, étudiantes le jour, stagiaires, vendeuses et prostituées la nuit. Chaque vendeuse ou serveuse embauchée par MB qui le souhaitait pouvait suivre les cours durant 2 ans, au terme desquels l'école validait leur diplôme. Les filles y gagnaient une formation, un diplôme qu'elles pouvaient ensuite revendiquer sur le marché de l'emploi et un avenir potentiel, en échange de faveurs accordées aux clients le temps de leurs études. La plupart d'entre elles, issues de familles pauvres, se battaient pour intégrer le Kaduna College. Les places étaient chères, la liste d'attente des candidatures longue comme le bras. Ce qui est assez formidable chez vous, Marin Le Dain, c'est qu'il y a vraiment cette part d'écriture noire. Vous utilisez les codes de l'écriture du roman noir et à la fois une documentation très sérieuse, très rigoureuse. Je pense comme on l'a entendu pour ce type de fonctionnement-là. Mais la question que je me suis posée en lisant votre livre, c'est est-ce que vous êtes allé au Nigeria ? C'est une question qui paraît idiote, mais je me suis posé. Non, je ne suis pas allé au Nigeria. L'idée de ce roman, elle a germé en 2020, au moment du confinement. Donc, nous étions empêchés, j'étais empêché ici, et eux-mêmes étaient empêchés. Je ne suis pas allé au Nigeria physiquement. Par contre, je suis allé suivre cette route de la bière en littérature, en cinéma nigérian, en littérature journalistique y compris. Et il y a
énormément en fait de matière. On va dire si je faisais une recherche, imaginons une recherche dans toute cette littérature foisonnante nigériane avec un mot-clé qui serait le mot bière, je trouve énormément de choses. Ce que vous racontiez tout à l'heure sur la façon dont ces groupes armés utilisent aussi des rites vaudous, s'appuient sur tout un tas d'idées vaguement religieuses, ou l'industrie de la bière telle qu'elle existe réellement au Nigeria, elle s'appuie aussi là-dessus pour sa publicité, elle s'appuie aussi là-dessus pour recruter, elle s'appuie aussi là-dessus pour investir un certain nombre de régions et pour conquérir des parts de marché. L'histoire le point de départ, le lien comme ça entre prostitution et multinationale de la bière, c'est quelque chose qui est né à la lecture assez surprenante d'un essai d'un journaliste hollandais qui s'appelle Olivier Van Biemen, qui s'appelle Heineken en Afrique, et qui raconte comment cette multinationale, dans les années 2010-2012, a eu recours à la prostitution pour asseoir sa politique commerciale. Alors évidemment, il y a un ex-flic... Évidemment, c'est un roman noir. Un ex-flic muté à la sécurité routière, Oni Gogé, et vous lui faites dire, parce que ça justement, par rapport au fait que vous n'y soyez pas allé, vous lui faites dire que le Nigeria est un enfant magnifique et insatiable, né du viol colonial et de l'union forcée entre des peuples incapables de s'entendre, et devenu un monstre incontrôlable, répandant rancœur et haine dans le cœur des hommes. Comment, sans connaître le pays, vous arrivez à mettre des mots comme ça dans la bouche de cet ex-flic à la sécurité routière? C'est ses mots à lui, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui assiste impuissant à toute cette violence qui déborde dès qu'on commence à lire sur le Nigeria, sur ces attaques, ces enlèvements de lycéens, sur ces attaques répétées d'écoles, sur ces attentats qu'il y a régulièrement. Enfin, quand on ne connaît pas le Nigeria et qu'on est plongé pour la première fois dans le Nigeria, comme le profane que je suis, il y a une espèce de foisonnement d'informations contradictoires, de violences que moi j'ai traduit par ce personnage qui est complètement usé, qui est assez placide, qui est un musulman pratiquant modéré, qui va faire sa prière 5 fois par jour, qui finalement a une vie assez calme, mis à part le fait qu'au début du roman, il va tomber sur le cadavre de 2 jeunes femmes qu'il va vouloir nommer, identifier et rendre à leur famille. Et donc, il se retrouve une espèce de fil de calme comme ça au milieu d'un déferlement de violence et d'informations très dures, quoi, vraiment très très dures. Vous en parliez, Marin, et Célia Lebure, vous en parlez aussi dans votre livre. Il y a une dimension mystique, ésotérique chez les cultes. Oui, justement, il s'imprègne énormément. Alors nous, on a travaillé beaucoup à Benin City, qui est le lieu d'un ancien royaume, le royaume de Bénin, qui fut vraiment un royaume prospère pendant ce qu'on appelle le Moyen-Âge africain, et dont aujourd'hui les gens tirent encore une immense fierté et beaucoup de croyances en fait qui se mélangent. Il y a une espèce de syncrétisme religieux aujourd'hui entre l'évangélisme chrétien et ces croyances ce qu'on appelle juju en partie. Et voilà, les cultes, ces organisations criminelles s'en inspirent énormément. Ils ont beaucoup de rites, notamment pour ce qui est des rites d'initiation. Il y a aussi, ça se passe aussi pendant la prestation de serment qu'on fait passer aux jeunes filles qui vont ensuite être envoyées sur les routes de la traite et sur les trottoirs européens. Voilà, tout ça est très présent, mais juste rapidement pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, le roman de Marin est passionnant et justement très documenté, et là où la fiction l'emmène lui sur les traces des multinationales, je voulais juste revenir sur le réel sur lequel nous on a travaillé. C'est que justement, moi ce qui m'a passionné là-dedans, c'est que les cultes c'est vraiment endémique en fait, et cette criminalité nigériane... C'est ce que vous dit Wole Soyinka, ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas ailleurs, et ce n'est pas motivé par des intérêts étrangers. C'est quand même vraiment un phénomène nigérian, et c'est quand même le pays le plus fier possible et imaginable. C'est-à-dire que même dans la criminalité, même dans la victimisation, les gens sont fiers en fait au Nigeria, et ils sont acteurs de leur propre vie. Ça, c'est quand même vraiment très important, de même que la corruption aujourd'hui est nigériane. C'est un pays qui certes a été colonisé, mais qui est aujourd'hui véritablement acteur de sa destinée, pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est à eux de le déterminer, mais voilà.
Et justement, je voudrais qu'on retourne à votre texte, Mafia Africa, page 109, chapitre 13, le royaume. Les cultes ont envahi les métropoles, et d'abord celle de Benin City. Nous suivons pas à pas leur métamorphose, quittant l'ombre de l'enceinte endormie d'Uniben à la périphérie de la ville pour pénétrer dans les quartiers d'où partent chaque mois des légions de jeunes cultistes rêvant de faire fortune en Occident. Benin City grouille de prophètes. Ils dansent et prêchent, chantent et ornent les murs. Sur un immense panneau publicitaire, un monsieur en costume bleu satiné tend les bras aux passants et demande « Do you want to be a millionnaire ?» À chaque coin de rue, pasteurs évangéliques et sorciers thaumaturges proposent d'exaucer les chimères des habitants. Parmi les promesses en vogue, dégager Satan, éradiquer le démon cultiste, visa pour l'Occident, prospérité en toute simplicité. Benin City n'est pas vraiment sainte, ni tout à fait maudite. Elle attire depuis des millénaires des disciples des dieux, des rois et des féticheurs qui s'affichent aujourd'hui en grand, partout. Et Célia Lebure, retrouver cette mélodie de O'Malley qui s'appelle Godly vous fait plaisir, ça vous rappelle des souvenirs? Oui, en plus c'est un de mes chanteurs nigérians préférés, donc voilà. Oui, parce que je voulais aussi qu'on parle, on a passé quand même un long moment à parler de cette mafia, à parler de ce pays en proie à la violence. Je voudrais qu'on parle aussi de ce foisonnement qu'est le Nigeria aujourd'hui en Afrique, cette place assez exceptionnelle qu'il a pour sa créativité. On a une vague d'écrivaines et d'écrivains nigérians qui sont très loin de la littérature postcoloniale. On a un Hollywood, le Hollywood nigérian, qui est, je crois, la deuxième puissance cinématographique, au moins en nombre de films produits par an. On a l'afropop nigériane qu'on vient d'entendre, la mode nigériane. C'est un pays foisonnant de talents, d'idées et de nouveautés aussi. Absolument, c'est vraiment aujourd'hui, même si l'économie va très mal, la créativité continue tout le temps, partout. On voit voilà, vous vous baladez dans Lagos, vous voyez des gens filmer dans les bouchons, et en fait ils sont en train de créer un film de Nollywood comme ça, au pied levé, au milieu de nulle part, sans autorisation, sans rien. Vous avez aujourd'hui 3 Fashion Week par an à Lagos, Naomi Campbell, les représentants de Vogue America qui viennent chaque année voir ce qui se passe, voir justement ce berceau de la création. Tous les gens viennent d'Afrique de l'Est, du Kenya, d'Afrique du Sud, voir ce qui se passe au Nigeria. C'est vraiment un pays qui inspire. Et sur la scène littéraire, effectivement, c'est passionnant parce qu'il y a beaucoup d'auteurs très modernes, justement, depuis le début des années 2000, depuis la fin des années militaires, justement. Ça a ouvert le pays à toute une nouvelle scène d'auteurs qui sont vraiment très loin de l'écriture, de tout ce qui est la pensée postcoloniale et qui s'inscrivent tout simplement dans la littérature moderne, en fait, qui parle de genre, de race, de vie. C'est des romans sociétaux passionnants, souvent avec beaucoup d'humour. Il y a des éditeurs au Nigeria aussi, aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Marin Ledin, vous êtes justement inspiré de toute cette création nigériane. Vous êtes aussi allé vous plonger dans cette culture foisonnante. Ah ouais, je le fais à la façon d'un auteur de roman noir qui va gratter là où quand même ça fait mal. Comme je cherchais moi la trace de la bière partout, je l'ai trouvé aussi dans des films. Je l'ai trouvé en placement de produits. Il n'y a pas la loi E20 au Nigeria. Je l'ai trouvé aussi dans plein de romans comme un clin d'œil. Alors c'était pas forcément une critique, c'était voilà la bière comme aspect festif, mais qui reprenait aussi. C'était drôle de le voir. Et ça, c'est ma formation de sociologue des organisations, d'aller voir comment on reprend aussi des arguments qui ont été développés aussi par l'industrie de la bière
en dehors de la prostitution, qui fait de la publicité, qui fait de la propagande et qui essaie de développer du branding et du marketing avec des films qui ont été financés, des grosses productions. C'est aussi ça le cinéma nigérian, c'est un cinéma qui est pas financé par le Centre national du cinéma, hein, qui est financé aussi par des groupes privés qui ont la possibilité de payer des acteurs très chers et pour que leur marque apparaisse à l'écran. Merci beaucoup Marin Ledin, merci beaucoup Célia Lebure. Vos deux ouvrages sont absolument passionnants, les deux, et très complémentaires pour les auditeurs du Book Club. Vous pouvez prendre les deux. Mafia Africa, que vous avez coécrit avec Joanne Tilwyn, c'est aux éditions Flammarion, et Marin Ledin, Free Queens, c'est en série noire de chez Gallimard. Et je voudrais qu'on termine avec quelques mots de vous. On va s'en sortir, ne t'inquiète pas, dit-elle. Autant pour réconforter la jeune Nigériane que pour se donner du courage. Elles débouchèrent sur un jardin. À gauche, la rue, où les tueurs pourraient les tirer comme des pigeons. Un grillage courait dans le fond et sur la droite, séparant le jardin d'une nouvelle haie boisée. Serena opta pour le grillage et les arbres, même si elle ignorait ce qu'ils cachaient. Les deux femmes s'élancèrent. Treasure avisa une ouverture à bonne distance de leur position. « Par là !» s'écria-t-elle. Et c'est l'heure de votre rendez-vous avec Charles Dantzig. Les Vilaines est le très bon titre français d'un roman de Camila Sosa Villadin chez Métellier, initialement publié en Argentine sous le titre de Las Malas. Les Vilaines, ce sont des femmes trans. Dans leur pays, ces vilaines, ce sont des femmes trans. Dans leur pays, elles mettent en cause le bon vieux machisme qui les supporte par condescendance quand il ne les tue pas. En France, pays en proie à des chroniqueurs de télévision fous, elles effraient tous ceux à qui on fait croire que l'identité est un motif de panique. L'autrice est elle-même une femme trans née à Cordoba, mais ce n'est pas ce qui rend son livre bon. Il l'est parce qu'elle a du talent. C'est à Cordoba que l'histoire se passe, celle d'une communauté de femmes trans racontée par une narratrice. La scène d'ouverture est une pièce d'anthologie. On se trouve dans le parc municipal d'une ville argentine où des femmes trans se prostituent. L'une trouve un enfant de 3 mois abandonné. « Appelons la police », dit une autre. « On ne peut pas livrer les enfants à la police, c'est le pire des châtiments », s'exclame une troisième. Et elle l'emmène dans la maison délabrée qu'elle partage. L'enfant devient leur mascotte. Ce qui s'ensuit est un mélange des Misérables et de l'Almodovar des débuts. Ces femmes subissent les pires avanies, mais elles ne perdent jamais leur insolence de diablesse. Notre esprit sauvage, dit la narratrice, et en même temps, malheur sur malheur, ce sont des misérablesses. Il y a une ensorceleuse, il y a une sourde muette, il y a Tantin Carnat qui montre le talent d'exagération de la narratrice. Tantin Carnat avait 178 ans, dit-elle. Il est vrai qu'elle a une vie exagérée. Elle porte des balafres, ses seins sont gonflés à l'huile d'avion. Elle présente l'un à l'enfant trouvé. Mais enfin, tes seins sont factices, lui dit-on. Et elle, ça n'a pas d'importance, c'est un geste. Ce n'est pas l'auteur du traité des gestes qui contredira cette réplique. Et n'aurait-elle pas réellement 178 ans? La sourde muette se transforme bien en oiseau, en une métamorphose qui aurait sans doute ravi les Deleuze et Guattari de 1000 plateaux avec leur devenir animal. Les trans sont des métamorphoses. Toute vie est une métamorphose. Regardez les gentilles petites filles rêvant de gros ballons sur la plage, devenues de méchantes policières renversant les gamins en scooter. La première chose à quoi les vilaines ont affaire, c'est la violence. Elle finit par déborder entre elles, quoique sans haine. À propos de Tantin Carnat, la narratrice dit « Elle se moquait de tout avec une agressivité incontrôlable. Elle n'a jamais été affectueuse, mais elle était charmante. Elle était brisée comme un verre et écorchée avec les contours de ses propres blessures. Elles sauront se défendre contre les politiciens qui inventent des ennemis au peuple pour le tromper. » Merci beaucoup Charles Dantzig et merci à toute l'équipe du Book Club, Oriane Delacroix, Zora Vignet, Jeanne Agrapard, Didier Pinault et Alexandre Alash-Begovic. C'était Colin Gruel qui réalisait cette émission et à la prise de son, Élise Le. Allez, c'est l'heure de notre épilogue de cette émission consacrée au Nigeria.
Aujourd'hui, il y a un terme qui s'est popularisé au Nigeria qui est le terme japa en Yoruba qui signifie s'enfuir au plus vite pour s'échapper d'une situation dangereuse et qui traduit bien l'état d'esprit de la jeunesse nigériane. Peut-être que vous allez me le dire, t'es un petit mâle blanc européen, c'est vraiment une très très mauvaise idée. C'est une ville fascinante, les gens travaillent tout le temps. Les gens sont fiers en fait au Nigeria et ils sont acteurs de leur propre vie.